Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La France en transition. Chaque jour à 17 h, nous serons ensemble ici à l'occasion du 5e anniversaire de l'adoption de l'agenda 2030. Nous réfléchirons et mettrons en lumière des pistes pour nous engager à passer à l'action. Alors il ne me paraît pas inutile de rappeler que l'agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il y a 17 objectifs de développement durable qui touchent 169 cibles différentes. Cet agenda, c'est le même pour les 193 pays membres des Nations Unies. Ces objectifs couvrent tous les enjeux, comme le climat, la biodiversité, l'énergie, l'eau, la pauvreté, l'égalité des genres, la prospérité économique, la paix, l'agriculture, l'éducation, et j'en passe. Dans chaque émission cette semaine, il y aura des débats, des vidéos, des pitchs, des quiz, des sondages, des rencontres fortes, des intervenants à distance ou en plateau. Cette semaine sera parfaitement hybride. Chaque jour, nous explorerons un thème particulier et nous voulons parler d'engagement, de passage à l'action, du plus grand nombre, bien au-delà de la communauté des personnes déjà engagées dans l'atteinte des ODD. Pour réfléchir et agir concrètement, nous avons réuni des acteurs de terrain, des porteurs de projets, des scientifiques, des universitaires, des experts, des élus. Les règles du jeu sont très simples, vous allez le voir. Cette émission sont réalisées avec vous, derrière votre écran. Oui, n'oubliez pas de vous encourager, oui, de vous emparer surtout du hashtag La France en transition. Posez vos questions, commentez, partagez et ensemble, montrons qu'il y a des solutions, des pistes, des réflexions, de l'action. Mais il ne me revient pas totalement de déclarer ouverte cette semaine exceptionnelle. C'est plutôt votre rôle à vous, Thomas Le Sueur, vous qui êtes commissaire général et délégué interministériel au développement durable. C'est vous qui l'organisez cette semaine, après tout. Merci Éloi, bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement fier de lancer effectivement cette semaine sur la France en transition. L'agenda 2030, ceux qui nous écoutent le connaissent et vous l'avez rappelé Éloi, c'est notre feuille de route commune pour un monde meilleur, un monde plus solidaire, un monde plus juste. Nous sommes dans une année qui nous a tous éprouvés par une crise sanitaire mondiale, une crise qui ne nous rapproche certainement pas de la cible des ODD, mais peut-être que cette crise, elle a aussi des côtés salutaires, qu'elle nous fait prendre conscience de l'ampleur des crises qui sont encore devant nous et que nous devons surmonter justement pour créer le monde conforme à celui de l'agenda 2030. Alors cette crise, la France réagit en mettant en place un plan de relance, vous le savez, 100 milliards d'euros annoncés par le Premier ministre. Ce programme de relance, il doit nous aider à construire la feuille de route de l'agenda 2030, à le nourrir. Il y aura 3 volets dans ce plan de relance qui sont des volets absolument complémentaires. La transition écologique, la préparation de l'avenir avec la résilience de notre économie, notamment sur le plan de la relocalisation des emplois, et puis un effort de cohésion sociale et territoriale avec en particulier un effort de formation, c'est-à-dire d'investissement dans la jeunesse et la connaissance. Alors c'est dans ce contexte très particulier, à la fois de l'agenda 2030 et de son anniversaire, de la crise et de la relance, que nous avons imaginé cette mobilisation toute cette semaine autour de la France en transition, 5 jours, 5 thèmes, autour des axes de la feuille de route. Aujourd'hui, nous commençons, je crois que c'était une évidence, nous commençons par la résilience sanitaire qui illustre à quel point tout est lié, les problèmes sanitaires, les problèmes sociaux, les problèmes économiques et les problèmes de la planète. Alors, nous allons mettre cette semaine sous l'angle de l'énergie, de l'enthousiasme, des solutions, car les acteurs en mettent en œuvre et il faut les multiplier, les faire croître, les embellir pour trouver des réponses. Alors, je veux simplement remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour permettre cette belle semaine, toutes les équipes qui y ont contribué, tous ceux qui vont y participer en intervenant, en apportant le témoignage de leurs solutions, en écoutant et j'espère en se mobilisant. Donc, je vous rends la parole, Éloi, et place à la France en transition. Merci beaucoup Thomas Le Sueur, merci beaucoup et merci de nous emmener à bord de cette grande innovation, parce que l'innovation finalement est au cœur de votre commissariat et on le voit aussi dans la forme que va prendre cette semaine tout à fait exceptionnelle. Alors, le rapport Goalkeepers 2020 de la Fondation Bill et Melinda Gates vient d'être rendu public et il fait le point chiffre à l'appui sur l'impact de la crise sanitaire sur l'ensemble des 17 ODD. Et il ressort qu'après 20 années d'avancées, plutôt importante vers les objectifs internationaux de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la santé, la Covid-19 a stoppé net les progrès réalisés. Le monde a régressé cette année sur quasiment tous les indicateurs. Et nous accueillons maintenant Ève de la Motte Karoubi. Bonjour Ève. Vous êtes senior manager de la SDSN, la UN Sustainable Development Solution Network,
En deux mots, Ève, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les principales missions? Bonjour, merci Éloi, merci à tous de m'accueillir. Donc le SDSN est une agence un peu hybride. On a un mandat du secrétaire général des Nations Unies. On a accompagné la création des ODD en fait depuis 2012 et notre mandat a été renouvelé en 2015 pour accompagner leur mise en œuvre. Donc on fournit de la recherche sur les politiques à mettre en place et on publie par exemple chaque an une publication phare qui est un état des lieux sur tous les pays du monde et où on en est dans les ODD dans le monde. Et comme vous avez évoqué le rapport Goalkeepers, où effectivement on voit que pour la première fois on recule, nous ce qu'on dit depuis plusieurs années dans notre rapport, qui s'appelle le SDG Index, qu'on est sur la bonne voie pour quelques pays, où on est bien classé, mais en fait, on n'est pas en passe d'arriver aux ODD et il faut vraiment qu'on s'y attaque, et parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et ça, on va le voir dans une courte vidéo que vous avez réalisée dans le cadre de ce rapport annuel. Et cette vidéo montre bien l'état des lieux des ODD, notamment en France. On se retrouve juste après pour continuer le dialogue. Alors on l'a vu effectivement, Ève de la Motte Karoubi, la France est plutôt bien classée finalement, mais il ne faut peut-être pas s'auto-congratuler non plus, puisqu'on a tous une responsabilité les uns les autres, n'est-ce pas? Tout à fait, on est bien classé, on a toujours finalement été bien classé parce que c'est la troisième année de suite où on est dans le top 5 dans le monde, mais on n'a pas suffisamment progressé. Et il ne faut pas oublier aussi, et je pense que la crise de la Covid-19 nous l'a fait vraiment réaliser, le concept de la mondialisation, ce n'est pas abstrait. On existe dans un monde qui est très interconnecté et malheureusement, la France a un impact négatif sur de nombreux autres pays dans le monde. C'est ce qu'on appelle les externalités. Et on est quasiment tout en bas de ce classement-là. On empêche à d'autres pays, Est-ce qu'on a en un raison exemple de concret du coup? consommation, par exemple, d'y arriver. Est-ce qu'on a un exemple concret pour montrer justement l'impact négatif, notamment sur le commerce international, par exemple? Bien sûr, il y en a beaucoup. Mais un exemple, je pense, qui est très parlant, c'est lié à la déforestation. On a dans nos habitudes alimentaires une célèbre pâte à tartiner qui contient beaucoup de l'huile de palme. Et cette huile de palme, ben, elle est fabriquée en coupant les forêts vierges en Indonésie et en plantant des palmiers. Et en raison de notre consommation et nos habitudes, ben, en fait, on continue à pousser à la déforestation dans un autre pays. Merci Ève de la Motte Karoubi. Donc je rappelle juste un site sdjindex.org pour retrouver à la fois cette vidéo mais aussi tous les éléments pour prolonger la vidéo que nous avons vue. Merci beaucoup. Pour continuer à dresser le décor de cette semaine que nous allons vivre ensemble, j'accueille maintenant Vanessa Logeret. Vanessa Logeret, vous dirigez l'agence Parangone qui accompagne des organisations publiques et privées dans la mise en place de stratégies de responsabilité sociale et sociétale.
Dès le début de la crise sanitaire, vous avez perçu que cette crise de la Covid pouvait donner un fort effet de loupe sur l'ensemble des ODD. Alors vous avez réalisé avec votre équipe une infographie qui montre à quel point la crise met en relief un certain nombre de nos fragilités. Cette infographie a eu un effet viral, c'était peut-être pas forcément attendu, mais en tout cas c'était bien vu, puisque ça a eu un bon effet viral sur les réseaux sociaux. Vanessa Logeret, est-ce que vous pouvez nous présenter cette infographie et nous en dire quels enseignements vous pouvez en tirer? Oui, merci Éloi. Ce que l'on cherche à faire effectivement aujourd'hui, c'est de tirer les enseignements de cette crise pour transformer concrètement nos modèles. Les ODD sont une grille efficace pour le faire, pour peu qu'on les interprète non seulement globalement, ce qui est un peu leur vocation première, mais localement dans un objectif de résilience, c'est-à-dire de réparation de nos erreurs et des dysfonctionnements pour aller vers l'amélioration. Et effectivement, on peut en faire une rapide démonstration à l'aide de cette vidéo que nous allons maintenant découvrir à l'écran pour évaluer les effets collatéraux entre le virus, la crise et les enjeux de développement durable. Alors, on peut assez facilement distinguer deux domaines de développement durable particulièrement impactés, celui de la santé, ça va de soi, mais aussi celui de la production et consommation responsable. On vient d'en parler. Alors, le point commun de ces deux premiers ODD que l'on affiche ici, c'est l'origine du virus qui a été confirmée par les experts, dont l'écologue Gilles Boeuf, qui me disait très récemment qu'il n'y a maintenant plus aucune raison d'en douter. L'origine de l'apparition du virus est bien animale et alimentaire. Deux, sa transmission est accélérée par la globalisation de la chaîne alimentaire et des échanges. Dès lors, on voit nettement une première relation de cause à effet, avec un effet amplificateur sur l'ensemble des enjeux de développement durable. En premier lieu, la protection et la résilience des écosystèmes, terrestres en l'occurrence, mais les écosystèmes maritimes peuvent demain être concernés tellement ils sont malmenés. Et concernant la biodiversité, on savait jusque-là qu'un tiers des espèces a disparu en 10 ans. Ce que nous avions moins appréhendé, c'est le lien direct qui nous unit aux vivants. Enseignement 1, à trop négliger la santé de ces écosystèmes, on met celle de l'homme en péril. Et puis, l'interaction avec la question climatique, eh bien, on peut établir au moins deux corrélations. La première a été soulignée par des études scientifiques menées en Europe, c'est l'effet amplificateur de la pollution de l'air sur la transmission du virus et de façon encore plus avérée sur l'aggravation des symptômes. Et puis, autre impact incontestable, celui-ci positif, c'est celui du confinement sur le taux de pollution en baisse jusqu'à 30% évalué pour le mois de mars 2020, ce qui correspondrait à peu près, si on simplifie à l'extrême, à la baisse qui serait nécessaire de maintenir en permanence pour atteindre, voire dépasser les objectifs de l'accord de Paris. Alors, ce confinement, justement, et l'état d'urgence sanitaire ont eu un autre type d'impact direct que nous avons vécu concrètement. Un impact sur les conditions de travail, l'emploi, sur le taux de croissance économique, mais aussi sur l'aggravation des conditions de vie des personnes en situation de précarité, accentuation même de la fracture numérique qui a pu être notamment mesurée au taux de décrochage scolaire, par exemple. Alors, si on revient maintenant aux interactions directement liées au domaine de la santé, la crise a bien évidemment douloureusement pointé le manque d'efficacité de la gestion des risques sanitaires et de la soutenabilité des équipements de santé, tant d'un point de vue des ressources économiques qu'humaines, pour garantir l'accès aux soins, pour pouvoir les garantir pour tous, ce qui pose la question de l'accessibilité géographique, mais aussi sociale concernant les plus fragiles. Et elle a, in fine, posé la problématique de la production, de l'approvisionnement et de la pénurie du matériel médical. On rejoint donc là à nouveau l'enjeu de production et de consommation responsable avec cet effet de globalisation des échanges commerciaux, la dépendance productive industrielle mais alimentaire, le commerce et la consommation d'animaux sauvages à l'autre bout du monde, l'élevage intensif qui favorise les agents microbiens et en conséquence le nécessaire retour à la consommation locale et aux circuits courts. Alors ajoutons la question de la solidarité auprès des plus vulnérables qui a également soulevé des questions fondamentales et on a vu là d'extraordinaires chaînes s'organiser au niveau local dans toutes les villes de France pour y répondre. On peut en fait ici convoquer cet objectif 11 de la ville durable dans son sens inclusive qui implique aussi d'autres terrains de transformation. Réduction des inégalités sociales, égalité des sexes qui a également été mise à mal pendant ce confinement. Puis vient la transformation des infrastructures, en premier lieu, bien sûr, pour les infrastructures de santé, je l'ai dit tout à l'heure,
plus de proximité, plus d'efficacité, plus de moyens. Mais on peut aussi parler de la continuité des services de l'eau, de la gestion des pics de consommation énergétique. C'est autant de champs d'innovation, notamment par la data, pour penser la ville intelligente de demain. Et puis, ajoutons à cette grille, et on reboucle ici avec l'objectif 12, l'objectif 2 qui a pris une nouvelle dimension, cet objectif fin zéro qui était jusque-là perçu dans une dimension caritative et sociale et qui a bien failli concerner l'ensemble des populations de cette planète avec la fermeture des frontières et l'interruption de la chaîne alimentaire. C'est un immense défi aujourd'hui pour les territoires, mais aussi pour les entreprises, les enseignes de la grande distribution, les producteurs, les commerces locaux qui doivent incontestablement réapprendre à travailler ensemble. Et c'est justement sur ce besoin de coopération entre les acteurs que l'on peut terminer, Éloi. Nous ne relèverons aucun défi si les pouvoirs publics et institutions ne dépassent pas de façon exemplaire les clivages pour plus d'efficacité. Et par ailleurs, la santé qui reste largement une compétence de l'État, eh bien, il faut maintenant la partager avec les collectivités territoriales. C'est un sujet qui est au cœur du Ségur de la santé. C'est à partir de ce périmètre territorial qu'il convient de créer des nouveaux cadres de travail basés sur des partenariats solide entre les acteurs professionnels, les associations, élus locaux, pour assumer en co-responsabilité la politique de santé publique, sachant que les villes et les régions sont également dotées de compétences pour la plupart des domaines de l'action publique sur lesquels reposent les ODD, l'eau, le logement, les transports, les infrastructures, l'aménagement du territoire ou le changement climatique, qui sont autant de déterminants pour la santé humaine. Et on comprend dès lors, je l'espère en tout cas, la structuration systémique de cette démonstration. Merci Vanessa Logeret, merci à tous les trois pour nous avoir aidés vraiment à planter le décor de cette semaine tout à fait exceptionnelle que nous allons vivre. Et là, nous l'avons vu avec nos premiers invités, rien n'est binaire, tout est interdépendant. Il est fondamental de prendre le temps de l'explication, de la pédagogie d'un côté et de l'écoute et du questionnement de l'autre côté. Notre monde est complexe, il faut se méfier des raccourcis, il faut se méfier des amalgames. Est-ce que vous savez que jusqu'au 26 septembre, il y a une mobilisation internationale pour favoriser l'engagement de tous, et notamment de la société civile, dans la réalisation des ODD? C'est l'Act for SDG. Alors, évidemment, plus d'infos sur le site. Vous tapez actforsdgs.org. Et je vous propose maintenant, avant de retrouver une autre séquence, un débat, une table ronde à distance, je vous propose de regarder une vidéo courte du WWF à l'occasion de la publication très récente de son rapport Planète Vivante. Ce rapport est publié tous les 2 ans. Et cette année, le bilan est particulièrement alarmant. Nous entendons un cri d'alerte. Notre santé dépend de celle de la planète. Agissons maintenant. Un élément, par exemple, parmi beaucoup d'autres, la taille des populations de vertébrés sauvages a chuté de 68% depuis 1970. Agissons maintenant. Et de retour ici en plateau au Cube, ici à Issy-les-Moulineaux, nous allons dans les minutes qui viennent parler plus particulièrement des interconnexions entre les crises sanitaires, les atteintes à la biodiversité, le changement climatique, mais aussi la lutte contre les inégalités, avec des pistes résolument d'action. Pour cela, j'accueille nos invités, Sébastien Denis, directeur de la direction Santé, Environnement et Travail de Santé publique France, Hélène Soublé, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Ensemble, nous allons voir à quel point nous sommes interdépendants, l'humain faisant partie du vivant, évidemment et notamment.
Sébastien Merci. Denis, donc je le rappelle, vous êtes directeur de la Direction Santé, Environnement et Travail de Santé publique France. Pour démarrer notre dialogue, quels impacts de la crise sanitaire vous avez pu constater sur l'environnement? Est-ce qu'il y a des fragilités, par exemple, qui ont particulièrement émergé? Et là, je pense à des déterminants de santé, comme la santé mentale, par exemple. Alors, vos intervenants précédents l'ont déjà dit, hein, il y a beaucoup d'imbrications entre cette crise sanitaire qui est avant tout une crise infectieuse et qui a engendré une épidémie, voire une pandémie, et les enjeux de santé environnement. Je dirais que ces enjeux sont de plusieurs ordres. Tout d'abord sur l'amont, c'est-à-dire l'apparition et l'émergence du virus. Hein, et une intervenante précédente l'a dit, il est vraisemblable que l'impact de l'activité humaine sur la biodiversité a eu pour conséquence l'émergence de cette pathologie. La deuxième dimension a trait à la vectorisation environnementale liée par exemple aux problématiques de pollution de l'air qui ont pu être des vecteurs, en tout cas ce sont des propos qui ont été soulignés dans la littérature, des vecteurs aggravants de la pathologie. Et enfin des critères d'impact de l'environnement sur des populations qui rendent les populations plus fragiles ou l'impact d'émissions atmosphériques, par exemple, dans des zones dans lesquelles les personnes auraient vécu de manière plus grave l'épidémie de Covid. Donc ces trois enjeux-là démontrent que, évidemment, la question de la Covid-19 ne peut être complètement isolée des questions de santé environnementale et au contraire, ces questions-là sont complètement englobées. Ensuite, il y a un enjeu indirect qui est, mais aussi la dame de Parangon l'a dit, hein, qui est le lien entre les mesures de confinement et l'impact de ces mesures sur la santé environnementale et la santé au travail, avec les problématiques qui ont déjà été citées autour de l'organisation du travail, hein, puisque ces mesures de confinement ont pour conséquence une modification assez importante des organisations du travail, mais aussi sur la qualité de l'air intérieur, puisqu'on a vu une chute de certains paramètres dont il sera important de juger l'impact en termes sanitaires. Concernant les faiblesses, vous m'avez également interrogé sur les faiblesses. Je dirais une des faiblesses premières, c'est finalement le fait qu'on cloisonne aujourd'hui encore des enjeux liés à une maladie infectieuse et des enjeux de santé environnement, et que donc notre système de prévention n'est pas un système suffisamment intégré à mon sens. Hein. On est beaucoup sur du soin, mais que dès lors qu'on s'intéresse à ces enjeux de santé environnement, à ces objectifs de développement durable, on voit vraiment toute l'importance de pouvoir intégrer de manière préventive l'ensemble de ces enjeux et donc d'arriver à décloisonner de manière à faire au mieux l'interface, non seulement dans un objectif d'alerte, mais aussi dans un objectif de prévention vis-à-vis des risques environnementaux et infectieux. Est-ce que vous voyez là, du coup, Sébastien Denis, est-ce que vous voyez là une opportunité pour se transformer, une opportunité Alors évidemment, pour pointer du doigt une des opportunités est de mieux intégrer cela, et on a un contexte politique qui est assez favorable, hein, puisque au niveau de la Commission européenne, au niveau de la France, nous sommes en train à la fois, il y a ces objectifs de développement durable, mais aussi par exemple il y a aujourd'hui la sortie qui est prévue prochainement du plan national santé environnement autour des enjeux One Health ou des enjeux de santé planétaire qui me semblent être donc des enjeux majeurs à pouvoir intégrer dans une politique de prévention en santé environnement qui soit forte et qui puisse être accompagnée de moyens également, de manière à mieux comprendre la complexité des systèmes auxquels on est confronté. Donc ce rapport, ce rapport autour de santé-environnement est prévu pour fin 2020, c'est bien ça? La sortie est prévue pour fin 2020, oui. Et le concept de One Health, donc une seule planète, si on devait expliquer les grandes lignes d'une seule planète, en gros, ça veut dire qu'on fait partie du vivant, on est tous ensemble à bord du même bateau? Alors, One Health, effectivement, c'est une seule santé. C'est un concept que l'OMS a prôné depuis le milieu des années 90. Donc, ce n'est pas un concept nouveau, mais c'est un concept dont il est urgent, à mon avis, de mettre en œuvre. Et c'est effectivement le fait que la santé des individus et de la population humaine est imbriquée à la santé des écosystèmes. On pourrait même parler de santé planétaire, puisqu'on s'intéresse également, évidemment, les impacts sur les ressources que sont les sols ou l'eau auront des impacts importants sur la santé des populations. D'accord. Sébastien Denis, vous restez en ligne, bien sûr, et on va poursuivre le dialogue, d'abord avec Hélène Soublé, puis ensuite tous ensemble. Hélène Soublé, vous êtes donc directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et puis vous êtes également docteur vétérinaire.
Ça montre aussi quand même que vous êtes aussi experte du vivant et de la santé du vivant. Que sait-on aujourd'hui du lien entre la crise sanitaire mondiale et les atteintes à la biodiversité, Hélène Soublet? Alors, on en sait de plus en plus. Hein. Les chercheurs ont démontré depuis bien longtemps en fait, qu'on était face à une extinction massive d'espèces. Donc, le rapport Planète Vivante et la vidéo qu'on vient juste de voir l'ont bien démontré. On est en fait dans une disparition de population qui est de 100 fois à 1000 fois supérieure à ce qu'on avait dans les précédentes extinctions. Donc, c'est massif. On a aussi une énorme extinction en termes de biomasse. Hein. La biomasse des insectes a diminué de 75%. C'est une publication scientifique dont on a beaucoup parlé. Mais également la biomasse des plantes, des animaux marins. Il faut, par exemple, pour donner un seul chiffre, les mammifères sauvages sont passés en 100 000 ans de 40 millions de tonnes à 7 millions de tonnes. On assiste vraiment à une extinction du vivant. Alors, qu'est-ce que ça génère? Donc, depuis 50 ans, on voit aussi qu'il y a une augmentation du nombre d'épidémies. On estime qu'elles ont été à peu près multipliées par 5 avec 2 à 3 émergences de nouveaux virus ou bactéries ou champignons par an. Et quand on s'intéresse à l'épidémiologie des maladies infectieuses, on voit qu'il y a plusieurs facteurs qui favorisent ces émergences. Donc, la première, c'est la présence du danger. Mais la présence du danger, a priori, elle n'a pas vraiment évolué. Hein. On a toujours vécu dans un monde où il y avait des bactéries, des virus, des champignons pathogènes. Le deuxième facteur, c'est la probabilité de contact avec le danger. Et le troisième facteur, c'est la vulnérabilité. Sébastien a un peu parlé de la vulnérabilité. Donc, nous, à la FRB, à la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, on s'est surtout intéressé à ce contact. Parce qu'on pense, et les publications scientifiques le démontrent, qu'en fait, il y a une augmentation des contacts. La probabilité de contact est largement augmentée aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a modifié le monde qui nous entoure. On a modifié l'environnement et notamment les activités humaines ont causé la dégradation des écosystèmes via principalement la déforestation, la dégradation des sols, la disparition d'un certain nombre de milieux comme les zones humides hein, qui ont disparu. 85% des zones humides ont disparu depuis 50 ans. Et donc, on voit qu'on est dans un environnement complètement transformé et que cet environnement transformé, finalement, il favorise le contact des animaux des animaux sauvages, je veux dire, avec les humains qui vont de plus en plus dans les forêts ou l'inverse, des animaux qu'on prive de leur habitat ou de leur nourriture qui se rapprochent des humains. Et donc, on a un contact renforcé avec des animaux qui sont porteurs de bactéries, de virus, comme les chauves-souris. On en a beaucoup parlé pour cette pandémie, mais il y a également les primates qui ont une proximité phylogénétique avec nous et donc qui sont plus susceptibles de nous transmettre des virus ou des bactéries qui sont adaptées à l'homme et qui vont être pathogènes pour l'homme. On a également toute la problématique des infrastructures et de notre capacité finalement à aller partout, tout le temps, en tout lieu et très rapidement. Mais ces infrastructures, en fait, elles sont aussi utilisées par les animaux sauvages qui, du coup, peuvent aller en proximité des villes et notamment ces villes sont aussi pour les animaux, pour un certain nombre d'animaux sauvages qu'on appelle des espèces synanthropiques, des milieux dans lesquels ils peuvent habiter, des milieux dans lesquels ils vont trouver de la nourriture. Et donc, tout ça va favoriser les contacts. Et donc, en fait, l'augmentation de ces contacts, nécessairement, va augmenter également la probabilité de rentrer en contact avec une bactérie, un virus, comme celui qui nous a beaucoup perturbé pendant cette année 2020. Alors, et donc, il faut questionner nos activités humaines. Voilà. Allez-y. J'invite les internautes évidemment à aller sur le site de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité parce que vous avez publié récemment une étude vraiment qui met le doigt sur le lien, si je puis dire, entre santé et biodiversité. Et elle est effectivement très, très, très alarmante quelque part. Est-ce qu'il y a des priorités maintenant pour agir très concrètement? Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Parce qu'il y a beaucoup de dégâts, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense qu'il faut d'abord être bien conscient de ce dont on parle. On parle effectivement des pressions humaines sur l'environnement qui génèrent une diminution de ce qu'on appelle les services écosystémiques que l'homme retire de la nature. Parmi ces services, il y a évidemment le service de régulation des maladies infectieuses, mais il y a aussi
le service de production alimentaire. Hein, c'est la biodiversité qui nous nourrit, en fait. On ne mange pas des pierres, hein, on mange bien des éléments de la biodiversité, on mange du vivant. Et donc, il faut qu'on réussisse à cohabiter avec ce vivant. Il faut que ce vivant il ait une place pour vivre. Et pour ça, l'IPBES, donc la plateforme intergouvernementale sur les services écosystémiques et la biodiversité, a déterminé qu'il y avait 5 pressions directes sur lesquelles on peut agir directement, c'est-à-dire en premier lieu, le changement d'usage des terres. Hein, donc, globalement, lorsqu'on déforeste pour mettre des champs cultivés, eh bien, c'est un changement d'usage des terres qui bouleverse le vivant. En second lieu, il y a l'accaparement des ressources, et là, on va plutôt viser des activités comme la pêche ou la chasse qui peuvent générer des extinctions d'espèces. Ensuite, il y a le changement climatique, mais ça, en termes de politique publique et d'attention du public, on le fait beaucoup. Ensuite, il y a la pollution. Je pense que c'est très largement sous-estimé. Il faut qu'on agisse sur nos pollutions, il faut qu'on diminue nos pollutions. C'est la pollution aux pesticides dont on parle beaucoup, mais c'est aussi l'ensemble des pollutions chimiques. Et en dernier lieu, il y a toute notre organisation humaine qui favorise les espèces exotiques envahissantes. Et ensuite, il faut aussi qu'on réfléchisse sur nos facteurs socio-économiques de gouvernance qui favorisent toutes ces pressions, en fait. Hein. Et on peut avoir là des choses comme voilà, les modalités de gouvernance, notre consommation, notre façon, en fait, d'user de cette biodiversité jusqu'à finalement la détruire et empêcher sa régénération et sa reproduction naturelle. Merci Hélène Soublé. J'ai une question pour tous les deux, Sébastien Denis et Hélène Soublé, autour des ODD. C'est une grille de lecture. Est-ce que c'est une grille de lecture, de réflexion, de sensibilisation également dans le cadre de vos travaux? Qui veut, Sébastien Denis peut-être? Alors bien sûr, les objectifs de développement durable sont des objectifs, je dirais, qui reprennent ce qui a été évoqué autour de cette table ronde ou par les précédents orateurs. Donc évidemment, ce sont des objectifs vers lesquels il faut tendre et qui permettent de concilier, on l'a vu, hein, il y a une intersectorialité entre les différents objectifs de développement durable qui permettent de concilier l'ensemble de ces enjeux qui sont, encore une fois, hein, des enjeux liés à des maladies infectieuses, mais encore et surtout des enjeux de santé environnement et qui doivent aussi contribuer à une meilleure prise en compte de la complexité des écosystèmes dans lequel j'inclus la population humaine, évidemment. Et Hélène Soublé, vous aussi, est-ce que la grille des ODD vous sert, est utile? Alors oui, mais je dirais que la grille des ODD, elle est indispensable si on veut structurer l'action. Et c'est une façon de structurer l'action. Je pense quand même qu'il y a un danger dans cette structuration, c'est qu'elle est silotée. Et donc, il ne faudrait pas qu'on traite les ODD séparément. Et on a déjà traité, enfin, on traite déjà largement les ODD séparément. Et il faut faire toujours attention à ce que les solutions préconisées dans le cadre d'un ODD ne soient pas néfastes pour un autre ODD. Et notamment, nous qui nous occupons particulièrement des ODD 14 et 15 sur la biodiversité terrestre et marine, on voit par exemple que si la souveraineté alimentaire est un enjeu, il ne faudrait pas que cette souveraineté alimentaire entraîne des déforestations massives, parce que là, vous allez en fait empêcher l'atteinte des objectifs des ODD 14 et 15. Si la souveraineté énergétique est aussi un enjeu et il faut accès à l'énergie pour tous, il ne faut pas que cet accès à l'énergie détruisent la biodiversité parallèlement. Et aussi, on sait par exemple qu'aujourd'hui, on a 345 milliards de dollars US en subventions pour les énergies fossiles dans le monde, et que ces subventions génèrent 5 000 milliards de coûts en termes de détérioration des écosystèmes. Donc c'est aussi tout ça sur lequel il faut réfléchir pour essayer que la solution pour un ODD ne soit pas le problème pour un autre, et que ça n'arrive pas à des situations qui soient irréversibles. Je vous rappelle que quand on perd des espèces, c'est irréversible. Et ça souligne vraiment l'interdépendance entre les ODD aussi. On ne peut pas les aborder silo par silo. J'ai une question. Vous êtes nombreux à poser des questions sur le chat, sur le site. Ça me permet également de vous rappeler, vous avez le hashtag La France en transition sur Twitter. Emparez-vous pour montrons que nous sommes la France en transition, tous ensemble. Une question qui s'adresse probablement pour vous, Sébastien Denis. Une question de Gilles. Du coup, est-ce que la politique de santé française prend en compte la question de la biodiversité? Et est-ce que les acteurs de la santé sont formés à ces sujets? Alors la politique de santé française, c'est-à-dire la politique de santé française en matière de santé environnement repose sur plusieurs plans. Il y a notamment le plan national santé environnement dont on va arriver là à la 4e édition. Donc oui, il y a des enjeux autour de la biodiversité, des liens entre biodiversité et santé, mais qui à mon sens ne sont pas suffisamment considérés, puisque évidemment dans la mise en œuvre de ces enjeux-là, il y a également des questions d'interdisciplinarité, et donc il faut qu'on arrive
entre scientifiques et entre experts à se décloisonner. Mais l'objectif, en tout cas, du futur plan national santé-environnement est de remettre l'accent sur ces enjeux-là, et ça au regard de la crise de la Covid-19, et que donc il nous appartiendra effectivement de réaliser des objectifs très pragmatiques. Par exemple, j'entendais la question de l'exposition aux substances chimiques. À mon avis, c'est un vrai enjeu sur lequel on a beaucoup de données scientifiques, à la fois sur la santé des écosystèmes et sur la santé humaine. Et donc, il revient à pouvoir combiner l'ensemble de ces indicateurs de manière à faire des plaidoyers communs, de manière à lutter contre ces pollutions. Et nous allons parler tout à l'heure également sur ce plateau de la qualité de l'air, donc de pollution Absolument. également. Merci beaucoup Hélène Soublet, merci Sébastien Denis, merci d'avoir joué le Merci jeu à de vous. cette émission très condensée. Et Merci. merci à vous deux. Merci à vous. Avant d'accueillir notre prochain invité, je vous encourage tous à participer au quiz du Sulitest sur la biodiversité. Ce quiz est en ligne sur le site de Sulitest. Vous ouvrez un moteur de recherche, quiz de Sulitest, et puis vous avez les indications qui s'affichent à l'écran. Il est ouvert jusqu'à minuit jeudi et les résultats seront donnés dans notre émission de vendredi. Il est nécessaire de créer juste son compte. Quelques clics suffisent. 10 questions, un résultat à la fin de la semaine et c'est parti. Et puis, avant de prolonger cette émission avec un nouveau débat dans lequel donc, nous parlerons entre autres de la qualité de l'air, mais aussi des premiers enseignements de cette crise pandémique, je vous propose de regarder un petit film en partenariat avec le Mobile Film Festival. Ce festival a été créé en 2005 par Bruno Smadja et il repose sur un principe tout à fait simple, un mobile, une minute, un film. En 2020, le Mobile Film Festival a choisi de soutenir les ODD et en particulier la campagne Génération Égalité d'ONU Femmes, partenaire de cette édition. En 2019, l'édition du festival avait reçu plus de 800 films de 91 pays à travers le monde sur le thème Act Now for Climate. Karma est l'un des lauréats. C'est ce film que je vous propose de regarder. À tout de suite. Et oui, c'est ce qu'on appelle le karma, donc, hein, bien sûr. Alors j'accueille maintenant Mathieu Moslonka-Lefebvre. Bonjour Mathieu, merci de votre patience. Bonjour. Vous êtes docteur en épidémiologie mathématique et vous travaillez dans la fonction publique. Vous êtes un citoyen engagé puisque vous avez créé l'association Data Covid, qui est une belle initiative de science citoyenne. Mathieu, la science citoyenne, en quelques mots, c'est quoi ? Alors la science citoyenne, en fait, c'est comme toute science, une activité de production des connaissances qui est structurée, qui répond au canon de la rigueur scientifique. Et dans le cadre de la science citoyenne, en fait, les citoyens sont placés au cœur du process de production des connaissances, puisqu'ils sont impliqués dans la conception de l'étude, donc dans Data Covid, l'association que je représente. Les citoyens sont impliqués dans la gouvernance de l'association. Ils participent au process de création des données en lien avec des scientifiques de haut niveau et des experts des politiques publiques qui s'assurent avec les citoyens que les données qui vont être produites dans le cadre de sondages vont être de qualité et répondre à des besoins pour éclairer la crise, quelle que soit la crise sanitaire et des impacts connexes aussi comme la crise environnementale, sociale et économique. Et ça nous montre du coup l'importance également de décloisonner les disciplines, de faire se parler les scientifiques entre eux, scientifiques ou pas d'ailleurs, scientifiques, citoyens. Data Covid. Data Covid, on parle de quoi quand on a dit Data Covid ? Bon, on pense à Covid évidemment, et on pense à data éventuellement. Mais c'est quoi Data Covid ?
Alors, Data Covid, c'est un baromètre qu'on opère à fréquence régulière. Donc, à ce jour, on a produit 8 vagues de sondages. Pour chaque sondage, on a des échantillons très gros de 5000 personnes, 5000 Françaises et Français, de la même manière qu'un sondage politique, mais avec des échantillons plus gros qui permettent de faire des croisements sur les données. Et on va avoir un ensemble de questions auxquelles les Françaises et les Français vont répondre et qui permettent de comprendre les déterminants de la propagation épidémique, si vous voulez, de cartographier un peu les autoroutes sociales dans lesquelles le virus va se propager, comprendre aussi l'adoption des gestes barrières, comprendre les symptômes des Français, les caractériser. Voilà, donc c'est comprendre en population générale ce qui se passe et c'est aussi cartographier des enjeux connexes liés par exemple à l'environnement, à l'école, enfin tout un tas d'enjeux qui sont connexes à la crise. Est-ce que vous savez si le ministère ou si d'autres ministères, d'autres institutions utilisent ces données? Alors oui, on a eu des interactions par exemple avec le service statistique du ministère de la Santé qui a récupéré une partie de nos données pour les mettre à disposition sur le Health Data Hub. Donc c'est une plateforme de données qui est accessible aux scientifiques notamment et au pouvoir public. Parce qu'en fait, l'originalité de nos données, c'est qu'en fait, on s'intéresse à ce qui se passe en population générale. Et ça, en santé publique, c'est intéressant parce qu'en fait, le virus, il y a plusieurs manières de le voir. Évidemment, on peut le voir à l'hôpital. Donc, on le voit très en aval dans le processus. Mais on peut aussi le voir très en amont. On peut voir un peu observer le comportement des Français et essayer de le caractériser pour essayer de faire de l'anticipation, notamment du risque. Et c'est très utile, par exemple, pour calibrer un modèle épidémiologique, d'avoir des informations sur les fréquences de contact, les échanges de contacts, enfin des contacts entre classes d'âge. Parce que vous voyez, par exemple, en ce moment, il y a l'enjeu, la Covid circule chez des jeunes, mais est-ce que ça va passer chez des personnes plus âgées? Voilà, donc on produit des données qui permettent d'éclairer un certain nombre de ces enjeux. Et là, on voit bien le lien avec l'ODD numéro 3 relatif à la bonne santé. On peut se dire que peut-être qu'une fois que cette crise sanitaire que nous traversons en ce moment sera passée, tous ces travaux autour de Data Covid, finalement, vous pouvez les modéliser sur d'autres sujets, j'imagine. Alors, c'est ce qu'on fait, en fait. Dans chacune de nos vagues de sondage, il y a un cœur barométrique, donc qui revient d'une vague de sondage à l'autre, mais on a également des questionnaires thématiques pour traiter d'autres sujets, parce que comme ça a été rappelé par les précédents orateurs, en fait, il y a une interconnexité très forte entre les enjeux et entre les objectifs de développement durable en particulier. Donc, par exemple, on a opéré une vague de sondage sur les inégalités sociales de santé, une vague sur la continuité scolaire pendant le confinement. C'est un enjeu qui revient fort en cette rentrée pour les parents, notamment parce que certaines écoles, certaines classes sont fermées. Donc, comment on fait? Quels outils on met à disposition? Quelles solutions on peut proposer? Il y a aussi l'enjeu de la confiance. Donc, par exemple, on pense à l'objectif de développement durable sur les institutions efficaces. On a opéré une vague sur la confiance dans les institutions scientifiques, la science et les scientifiques. Donc, c'est une période où c'est des enjeux très importants parce que, par exemple, on élabore un vaccin, il y a l'enjeu de la confiance autour de ce vaccin. Donc voilà, on essaie d'apporter des pierres, des données en brut anonymisées qui permettent après aux différents experts, quelle que soit leur finalité, de s'en saisir et d'apporter des nouveaux éclairages de cette façon. Merci beaucoup Mathieu, on le voit effectivement. Alors là, j'ai noté ODD 4 sur la continuité scolaire, l'éducation de qualité, l'ODD 16 dans la confiance dans la science, et puis l'ODD 13, pourquoi pas, mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Merci beaucoup. Data Covid, on retrouve plus d'informations également sur le compte Twitter Agenda 2030, mais aussi sur le site anniversaire-odd.fr. Merci. Avant de retrouver Jean-Luc Fugit, directeur député du Rhône, et Anne-Marie Arster, présidente de la commission développement durable du groupe Vive, regardons ensemble une petite vidéo autour d'un sujet majeur. On l'a un petit peu abordé avant, la pollution de l'air. On se retrouve après.
La pollution de l'air, troisième cause de mortalité en France, après le tabac et l'alcool, et donc ça coûte cher à la société, et qui a un impact, ça a forcément un impact sur le rôle des mutuelles, sur le métier des mutuelles. Laissez-moi vous présenter nos deux invités qui nous ont rejoints. Jean-Luc Fugit, député du Rhône et président du Conseil national de l'air, qui va nous rejoindre très bientôt, et Anne-Marie Harster, présidente de la commission développement durable du groupe Vive. Anne-Marie Harster, je vous propose de démarrer cet échange. Vous êtes donc présidente de la commission développement durable du groupe Vive et administratrice de la MGEN, déléguée à la RSE et à l'innovation sociale. Quelles sont, Anne-Marie Harster, quelles sont les fragilités qui ont été révélées par la crise sanitaire pour un groupe mutualiste comme le vôtre? Eh bien, écoutez, bonjour. J'ai envie de dire que ce ne sont pas franchement des fragilités qui ont été révélées à l'occasion de la crise sanitaire. C'est plutôt les fragilités préexistantes qui se sont retrouvées décuplées au moment de la crise. C'est à la fois des fragilités par rapport à des populations fragiles que nous accompagnons pour réduire, leur permettre de l'accès aux soins, pour assurer leur protection sociale, pour les conseiller, pour les accompagner. Population fragile sur le plan, ça peut être aussi de la maladie. Ça peut être aussi, si vous voulez, les fragilités. Nous avons vu pendant la crise que notamment la question de la santé environnementale était aussi en plein cœur des enjeux des crises que nous connaissons actuellement et notamment de cette crise sanitaire. Du coup, votre travail de mutuelle est d'agir sur notamment ce que vous appelez les déterminants de santé. D'ailleurs, on peut peut-être rappeler ce qu'on appelle globalement les déterminants de santé. Alors en fait, les déterminants de santé, c'est tous les facteurs qui agissent sur la santé. Donc vous avez à la fois des déterminants très directs comme la question de l'accès aux soins. Je parlais également de la pauvreté, de la capacité aussi à financer des soins. Mais il y a également des déterminants en qualité par rapport à la qualité de l'environnement. Des déterminants en matière d'éducation aussi pour pouvoir mieux accéder aux soins. Et en fait, si vous voulez, tout ça pour nous, ça rejoint vraiment la grande roue des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc le groupe Vive, où effectivement j'ai la chance de présider la commission développement durable, a décidé de regarder au travers de toute son activité comment elle contribue et comment elle pouvait développer sa contribution et s'engager au service des 17 objectifs de développement durable. Et alors, quel est l'impact, enfin s'il y en a eu, mais il y en a eu forcément, un impact particulier dans la stratégie de développement durable de votre groupe? Alors, en fait, il se trouve que cette crise sanitaire est arrivée au moment où nous venions de finaliser une politique autour de 18 chantiers que nous avions identifiés. Et nous étions en train de rechercher une priorisation possible de ces 18 chantiers. Donc, bien évidemment, nous avons regardé quels pouvaient être les impacts sur lesquels nous voulions travailler en premier lieu. Pour pouvoir à la fois travailler sur les objectifs de développement durable, donc j'ai envie de dire à long terme, mais aussi nous attaquer dès aujourd'hui aux effets de la crise et peut-être également à ses causes de manière aussi un petit peu plus à long terme. Ça nous a amené à définir plusieurs points. D'abord, bien évidemment, vis-à-vis de nos salariés, les questions de sécurité, de santé au travail, de mise en œuvre d'une politique à la fois pour nos personnels plutôt administratifs, côté mutuel, versement de prestations. Mais nous sommes également dans le groupe Vive, un groupe qui a mis en œuvre des solutions, des établissements sanitaires, médico-sociaux. D'ailleurs, durant la crise, ont aussi participé plus globalement à l'organisation des soins, notamment par exemple des hôpitaux. Donc, tout ceci, nous nous sommes dit qu'il fallait également que nous assurions aux salariés du groupe de manière générale une bonne santé au travail et de bonnes conditions, notamment par rapport au télétravail qui s'était mis en place de manière impromptue. Il y a aussi la question de l'inclusion par le lieu de vie. On a vu pendant la crise l'énorme impact qu'ont les logements
sur la manière de bien vivre, enfin vivre au mieux une crise sanitaire. C'est aussi une dimension que nous avons priorisée. Nous nous sommes rendus compte également que la question des personnes en situation de handicap en cas de crise est encore, voilà, vous voyez, une fragilité. La situation de handicap en cas de crise, elle est décuplée. D'où l'idée de faire avancer plus vite un chantier qu'on avait déjà ouvert. Anne-Marie Aster, je ne vous entends plus. Ah, la technique nous joue des tours. La technique, ce sont ces tuyaux que nous subissons ou que nous vivons, en tout cas nous vivons avec depuis quelques mois. Anne-Marie Aster, m'entendez-vous? Anne-Marie Aster ne m'entend pas. Alors moi j'en profite pour vous rappeler que vous avez toujours ce hashtag La France en transition pour partager, commenter, réagir, témoigner peut-être aussi. D'ailleurs j'ai une question à vous poser. Vous, les ODD, ça, on peut faire un sondage à grandeur nature sur ce hashtag La France en transition. Les objectifs de développement durable, est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les avez regardés? Est-ce que vous les utilisez? Est-ce que c'est aussi une grille de lecture dans votre quotidien, que ce soit au travail ou peut-être même dans la vie perso, dans vos réflexions? Voilà, ça c'est une question que je vous pose et vous pouvez donc réagir sur le hashtag La France en transition. Et pendant ce temps-là, je sais qu'on essaye de retrouver le contact avec Anne-Marie Aster, présidente de la commission développement durable du groupe Vive, mais également avec Jean-Luc Fugit, député du Rhône et président du Conseil national de l'air. L'air qui est quand même une cause forte, une cause majeure, puisque c'est la 3e cause de mortalité en France, donc après le tabac et l'alcool. Et donc ça coûte très cher à la société en général. Je peux aussi en profiter. Je peux en profiter pour partager avec vous un sondage. C'est un sondage, un test de connaissance plutôt, un test de connaissance sur les inégalités et les ODD, et les objectifs de développement durable, avec ONU Femmes France. Ça prend que quelques minutes et c'est d'ores et déjà sur Twitter Agenda 2030 et puis sur le site. On en parlera demain avec Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer d'ONU Femmes France, dès 17h. Donc à vos clics, vous répondez à ça et demain, on débriefe. Jean-Luc Fugit, bonjour. Bonjour, désolé de vous rejoindre comme maintenant. On sait que votre agenda est particulièrement trouble. Oui, c'est vrai, c'est pas toujours Il est simple, occupé. Voilà. Jean-Luc Fugit, vous êtes député du Rhône, mais vous êtes aussi chimiste. Vous êtes président du Conseil national de l'air, vous êtes secrétaire de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, rapporteur de la loi L'Homme, donc sur les mobilités, ex-président du groupe d'études santé-environnement de l'Assemblée nationale. Jean-Luc Fugit, j'ai une première question autour d'un domaine de prédilection, le vôtre. La qualité de l'air est une des problématiques importantes de la santé environnementale. Est-ce qu'on en a vraiment pris conscience, vous pensez? Oui, alors je ne sais pas sur quel plan on se place, mais nos concitoyens, oui, on le sent de plus en plus, l'exigence sociétale est là. Je crois que dans les derniers sondages sur les sujets environnementaux, la pollution de l'air, enfin, elle arrive assez souvent dans les deux premières... dans les deux premiers items les plus plébiscités, entre guillemets, comme étant leur préoccupation principale en matière d'environnement. Donc oui, je pense aussi qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics en prennent de plus en plus conscience. Et en même temps, si je peux m'exprimer ainsi, il faut prendre ceci à bras-le-corps, mais avec pragmatisme, détermination et aussi un respect de ce que la science nous enseigne. Il ne faut pas non plus tomber dans des positions dogmatiques sur ces sujets, bien entendu. Comme sur les autres d'ailleurs. Quels sont les impacts de la crise sanitaire que nous vivons sur la qualité de l'air? On a dit pas mal au début que ça allait beaucoup mieux parce que tout le monde était à la maison. Est-ce que c'est durable? Oui, alors bon, c'est une manière de présenter qui est un petit peu rapide. Alors, je vous invite à regarder les travaux et évidemment, les travaux prennent du temps et les travaux qu'on a fait avec l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, dont je fais partie, donc 18 sénateurs, 18 députés, donc j'ai été chargé en tant que rapporteur de suivre ce dossier de près. Et donc, j'ai interrogé tous les scientifiques et puis toutes celles et tous ceux qui mesurent la réalité de nos polluants tous les jours dans ce pays. Eh bien, on a eu une baisse importante de 30 à 70% des teneurs en oxyde d'azote
dans les grandes agglomérations, mais c'est tout à fait normal puisque la source principale de ce polluant, c'est la pollution donc, des véhicules à énergie fossile, aussi bien diesel qu'essence. Donc là, pas de surprise, c'est naturel, il y avait une baisse de l'activité, une baisse de la circulation, donc obligatoirement, on a eu cette chute-là. En revanche, pour les particules fines, on n'a pas eu cette chute-là. Pourquoi? Parce que les particules fines, leur source est beaucoup plus diversifiée. Et c'est d'ailleurs une des problématiques de la pollution de l'air, c'est que tout dépend de qu'est-ce que vous regardez comme polluant. Il y a plusieurs polluants et ils ne se comportent pas tous de la même manière, ils n'ont pas tous la même source à la même période de l'année. Et donc, pour les particules fines, comme on sait que c'est que la globalité des émissions de particules sur une année dans un pays comme la France, c'est environ 20% d'origine du transport, eh bien, il y a toutes les autres sources qui étaient là aussi, comme le chauffage au bois non performant, qui paradoxalement a augmenté puisque les gens étaient chez eux aussi. Je veux bien parler du chauffage au bois non performant, hein, soyons rigoureux. Je n'ai pas dit chauffage au bois tout court. Ensuite, il y a eu des épandages agricoles et il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs, sauf que nous sommes tombés à la période des épandages agricoles, notamment avec le mois d'avril et le printemps, la sortie de l'hiver qui fait qu'il y a un certain nombre d'épandages, bien entendu. Donc tout ceci fait que sur la partie particules fines, on n'a pas eu vraiment de baisse, alors qu'on l'a eu sur les oxydes d'azote. Et par ailleurs, sur le CO2 cette fois, qui n'est pas, comme vous le savez, un polluant qui impacte notre santé, il impacte le climat, cette fois, eh bien, on a eu des baisses relativement modestes, hein, donc on estime entre 6 et 10% de baisse par rapport à la même période l'année précédente, donc en 2019. Donc des baisses, oui. Ensuite, il y a aussi la question de savoir quelle est l'influence de la pollution de l'air d'ailleurs sur la crise du Covid elle-même. Hein. Donc, à savoir que 2 questions se sont posées auxquelles on a tenté de répondre avec les scientifiques. Je dis bien tenté parce que nous n'avons pas toutes les réponses et c'est normal puisque nous faisons de la science. La science, ça prend Important de du le temps, rappeler, oui, effectivement. de l'observation. Et donc, on a eu deux questions que l'on s'est posées. C'est est-ce que la pollution de l'air a un impact sur la résistance au virus? Et est-ce que la pollution de l'air a un impact sur la propagation du virus? À la première question, on comprend assez aisément que la tendance est de dire, l'étude montre que oui. À la seconde question, aujourd'hui, rien n'est démontré. On ne sait pas à ce stade si la pollution de l'air transporte ou pas le virus. Elle permet la transmission du virus. Donc ça, c'est un sujet qu'on va revisiter dans quelques mois pour voir où en sont les études. Et donc, il faut y aller toujours pas à pas sur ces sujets. Et cela nous montre encore une fois d'ailleurs, ce qu'on l'a montré plusieurs fois durant cette émission, l'importance du dialogue avec la science et l'importance aussi de décloisonner, de faire en sorte que les élus, les citoyens, les assos, les scientifiques se parlent. Et vous, je sais que vous en êtes évidemment un fervent partisan de ce dialogue. Ah oui, il est nécessaire. Vous êtes président du Conseil national de l'air. Quelles sont ses ambitions, ce Conseil national de l'air? Et que peut-il faire pour agir? Alors, le Conseil national de l'air réunit de nombreuses personnes, donc je le préside de manière tout à fait bénévole, je le dis, parce que parfois on pense que les élus ne font que cumuler des indemnités et des mandats. En l'occurrence, moi je ne cumule rien avec rien, puisque je suis simplement député et j'ai simplement une indemnité de député, je le dis au passage, pour les gens qui nous écoutent. Dans le Conseil national de l'air, dans lequel siègent des représentants de l'État, des organismes publics, des parlementaires, enfin 2 parlementaires, en l'occurrence un sénateur, un député, moi-même, collectivités territoriales, les entreprises, des salariés, des associations, notamment environnementales, donc des experts, des personnes qualifiées, et bien se saisit de tous les sujets qui a trait donc à la pollution de l'air et donc à l'amélioration que l'on pourra apporter sur la qualité de l'air intérieur comme extérieur, et on rend des avis donc, sur lesquels on peut le ministère peut nous demander de prendre un avis, mais on s'auto-saisit aussi, et donc en tout cas, depuis que je le préside, il y a 2 ans, on a musclé un peu son travail. Je dis ça sans aucune prétention, hein, mais l'idée, c'est de ne pas présider un conseil pour faire plante verte. L'idée, c'est de présider un conseil pour faire avancer les sujets. Et notamment, quand on a travaillé sur la loi mobilité, eh bien, on a donné des avis au Conseil national de l'air. On vient de rendre un avis sur la sensibilisation et la formation. On s'intéresse au suivi de ce qui s'est passé avec l'affaire Lubrizol. On s'intéresse aussi à la question de comment on peut entraîner mieux et plus les territoires dans l'action. Donc, c'est un lieu extrêmement important. Et notamment, oui, quand on parle des territoires, eh bien, on va suivre de près la mise en application des zones à faible émission mobilité. Donc, nous avons inscrit dans le cadre de la loi d'orientation de mobilité, parce qu'aujourd'hui, on doit travailler main dans la main avec tout le monde pour faire en sorte que l'arrivée de ces zones à faible émission soit vécue comme un progrès et non pas comme une incantation qu'on imposerait à des gens. On n'est pas là pour faire de mon point de vue, il ne faut pas prendre des mesures
qui soient punitives, mais des mesures qui permettent d'avancer et d'être partagées. Petite remarque, au Conseil national de l'air, on donne aussi la place, parce qu'ils siègent aussi, mais on les écoute et on travaille avec eux, au monde agricole. Le monde agricole qui, sur la pollution de l'air, a pris conscience des enjeux depuis 10 ans maintenant. Et petit à petit, on commence à voir des projets qui apparaissent. Donc, le Conseil, que je souhaiterais d'ailleurs muscler à l'avenir, je suis en train de discuter avec la ministre de la Transition écologique et ses équipes pour que le Conseil national de l'air ait plus de moyens humains, de manière à ce qu'il puisse mieux et plus travailler pour servir des éclairages au ministère de la Transition écologique. Jean-Luc Fugit, juste un dernier mot, alors du coup, en quelques mots, autour de la grille des objectifs de développement durable. Est-ce que c'est une grille de lecture ou est-ce que ça devrait d'ailleurs être beaucoup plus une grille de lecture pour regarder les lois, pour examiner les différents projets? Et là, je pose la question. Pour moi, oui. Et d'ailleurs, si aujourd'hui je porte le pin, c'est pas pour vous faire plaisir, je le porte tous les jours depuis 2 ans qu'on me l'a donné, donc je le porte tout le temps, et y compris quand je vais à la tribune à l'Assemblée nationale, et j'irai dans quelques jours sur un projet de loi m'exprimer. Et si je le porte, c'est pas pour faire beau, même si je trouve ça plus beau qu'une cravate, hein. Mais c'est tout simplement parce que j'y crois. Et en effet, si je prends, alors évidemment, la liste des 17 ODD, vous la connaissez par cœur, mais si je prends le 3e sur la santé, le numéro 7 sur l'accès à l'énergie propre, ou le 11e sur la création des villes et des communautés durables, là, on est vraiment au cœur de la transversalité qu'il faut mettre en œuvre pour progresser en matière de qualité de l'air. Parce que vous savez, la problématique de la qualité de l'air, c'est que il faut l'aborder sur plusieurs leviers, aussi bien les questions agricoles, les questions de mobilité, les questions d'urbanisme, de déchets, de chauffage, etc. Donc c'est un tout, et on se retrouve très bien dans la liste des ODD. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais déjà vous remercier de m'avoir invité et d'avoir pu participer et dire un mot aujourd'hui, parce qu'en effet, c'est vraiment extrêmement important de décloisonner. Au Conseil national de l'air, j'arrête pas de répéter qu'on doit prendre en considération la problématique de la qualité de l'air de manière transversale dans toutes les politiques publiques. Et c'est des sujets, vous voyez, qui ne dépendent pas pour moi de la transition écologique. Comme je dis souvent à la ministre, ça dépend aussi bien du monde de l'agriculture, etc., etc. Et donc, c'est normal qu'avec les ODD qui permettent justement d'avoir une approche multisecteur, décloisonnée, voire même internationale, eh bien, on retrouve cette démarche. Et donc, moi, je pense qu'on devrait mieux et plus regarder les textes de loi, tout ce que l'on décide à travers cette lunette ODD. Donc c'est vraiment important. Et en même temps, parfois, ça peut paraître un peu complexe d'en avoir 17, mais écoutez, je pense que c'est bien de s'y intéresser et c'est bien d'avoir ces approches de plus en plus transverses. Et ça me paraît vraiment nécessaire dans toute action publique, et plus particulièrement quand on s'intéresse à la qualité de l'air, ce qui est mon cas. Merci Jean-Luc Fugit. Je rappelle donc que vous êtes président du Conseil national de l'air et député du Rhône. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je vous propose maintenant de regarder ensemble une petite vidéo produite par Energy Observer Solutions, cette plateforme digitale qui met en lumière des solutions locales à travers une web-série inédite et originale autour des 17 objectifs de développement durable. Energy Observer est le premier navire propulsé aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. Il parcourt le monde sans émissions de CO2 ni particules fines. Il s'est lancé dans une odyssée de 6 ans à la rencontre des femmes et des hommes qui innovent pour une planète plus propre et plus solidaire. Voici un épisode qui nous permet de faire le lien avec la journée de demain en parlant à la fois de la santé et de lutte contre les inégalités. A tout de suite. Ici, c'est un doigt qui est imprimé. Les pièces se collent entre elles et ça fait les phalanges, 3 phalanges. Voilà. Ça, en fait, c'est une prothèse qui est remboursée par la sécurité sociale. Ce système-là, comme je disais, c'est la réplique de celle-ci, donc c'est bien la même chose. Bon, voilà, c'est une pince. La réalité, c'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les nouvelles prothèses qui, elles, bougent tous les doigts, sont à des coûts qui vont de 40 000 à 100 000 euros.
Donc ça, c'est une main, on va dire une main bionique, en fait, qui fonctionne exactement de la même manière que celle-là, sauf qu'elle est open source, c'est-à-dire que les plans sont partagés, et puis, c'est moi qui les fais. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de fabriquer ma prothèse. Si je veux y intégrer une boîte d'allumettes, que je puisse le faire. Si je veux intégrer mon smartphone dedans, que ce soit possible. Donc on peut imaginer une prothèse MacGyver où hop, là je mets un couteau, là je mets une cuillère, là je mets une palme, là je mets un truc. Tu vois, c'est se dire, voilà, en fait, allons, on va s'éclater avec ça, quoi. Nous, on a inventé un mot, c'est l'handicap empowerment. L'idée de venir fabriquer ma prothèse dans un Fab Lab, moi, ça donnait un sens, en fait, d'un seul coup, à cet accident que j'avais subi. En fait, je veux me dire, voilà, mon handicap, c'est quelque chose, c'est plus quelque chose que je subis, c'est quelque chose que j'explore. En ligne les éléments pour prolonger ces échanges, pour aller plus loin sur chacun des points. Suivez le compte Twitter Agenda 2030, allez régulièrement, en tout cas cette semaine, sur le site anniversaireodd.fr. Et il me reste quelques minutes pour quelques annonces, alors prenez vos agendas. Le 22 septembre aura lieu la réunion plénière du Club Développement Durable des établissements et entreprises publiques à l'INSEP. C'est à suivre sur les réseaux et le thème c'est sport, santé. Le 22 septembre également, mais c'est demain le 22 septembre, auront lieu les rencontres régionales santé-environnement et l'annonce des lauréats des trophées bretons du développement durable. C'est à 14 h et c'est à vivre aussi en live. N'oubliez pas que demain, 22 septembre, vous devrez avoir suivi et vous devrez être là pour 17 h pour suivre la deuxième émission. Et vous devez savoir également qu'aujourd'hui a été publié un kit de sensibilisation aux ODD, l'Action Box, avec la Fondation Helix soutenue par Focus 2030. L'Action Box propose une lecture dynamique des 17 objectifs de développement durable à partir de la théorie du donut de Kate Raworth. Nous y reviendrons dans la semaine. Le papa d'Helix, Yacine, sera d'ailleurs notre invité dans l'émission qui aura lieu au Cube, ici à Issy-les-Moulineaux, et en direct, où que vous soyez vendredi. Un dernier message donc pour vous rappeler, pour vous inciter, vous encourager à aller sur le site agenda2030.fr et participer à un test de connaissance sur les inégalités et les ODD avec ONU Femmes France. Quelques minutes de votre temps. Et demain, nous en parlerons avec Carlotta Gradin, vice-présidente plaidoyer d'ONU Femmes France, dès 17 h, alors à vos clics. Demain, nous explorerons ensemble un thème fort, solidaire face aux inégalités. Et nos invités, vos invités seront présents. Vous avez le programme sur le site. Et je vous rappelle que ces émissions sont co-construites avec vos réactions, vos commentaires, vos questions. Donc je pense que maintenant, nous pouvons dire que cette émission est terminée. Juste pour moi, le temps venu de remercier tous ceux sans qui elle n'aurait pas pu voir le jour. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission sur les différentes plateformes. À vous qui avez posé des questions, j'en ai reçu. On ne peut évidemment pas toujours toutes les poser, mais on en reçoit plein. À vous qui avez participé au débat sur les réseaux sociaux. Merci au Cube d'accueillir cette semaine très spéciale. Merci à nos invités qui nous ont permis d'aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Merci à la communauté des acteurs de ODD qui s'agrandit un peu plus chaque jour, c'est très enthousiasmant. Merci à l'équipe organisatrice dans son ensemble, et notamment le ministère de la Transition écologique, le CGDD également et 22e siècle. Merci à nos amis d'Hello Asso, Ashoka France, Park News, Ground Control, Make Sense, Pour un réveil écologique, Convergence et Le Temps Presse pour avoir accepté de diffuser cette émission. Et ce n'est que le début de la semaine. À demain, 17 h pour un nouvel épisode. À tout de suite sur les réseaux. Et n'oubliez pas, nous sommes la France en transition.